Déjà, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Marie-Neige Granado. Je suis père aidante familiale professionnelle, donc à l'hôpital de Vinatier, au pôle A10, autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale, et à l'unité famille. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Vous savez ce que c'est la père aidance familiale professionnelle? Eh bien, très bien. J'ai fait des slides dessus. Donc, je vous en reparle. Bonjour, je m'appelle Pauline Stream et je suis étudiante en deuxième année de psychologie, plus particulièrement en psychologie sociale de la santé à l'Université Lyon 2 et je suis également en stage. Ce stage se partage entre une pratique de recherche et une pratique clinique que je réalise avec Marie-Neige et Valentin. Bonjour, et donc Valentin Tessier, moi je suis infirmier en pratique avancée au Vinatier, donc au sein du pôle A10 également, où on exerce tous les trois. Et on voulait vous présenter aujourd'hui, tout à l'heure. On voulait vous présenter aujourd'hui une première approche à la démarche participative et la co-construction tous les trois et tous les quatre avec Anne d'un groupe de psychoéducation à destination des aidants. Pour reprendre le point de départ, moi je suis arrivé au pôle HEA10 en 2020 en équipe mobile et j'ai tout de suite été frappé par la difficulté et la souffrance des aidants en fait dans l'accompagnement de leurs proches, de leurs enfants. Et du coup, je me suis un petit peu penché sur la question, je suis allé voir la littérature et effectivement, la littérature a conforté ce que je voyais sur le terrain. C'est-à-dire que les proches d'aidants, enfin les aidants pardon, qui accompagnent un proche qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont des niveaux de fardeau très élevés par rapport aux parents qui ont un enfant au développement typique, et puis un niveau de stress également plus élevé et un niveau de qualité de vie inférieur. Ces sources proviennent du livre que je vous invite à lire qui s'appelle Famille et troubles du spectre de l'autisme, qui a été édité aux éditions Duno en 2019, si le sujet vous intéresse. Et pour aller plus loin par rapport à ça, j'ai donc fait mon master IPA à Clermont-Ferrand, sous l'égide de Florence Policard qui est là. Et je me suis dit, fardeau, ok, mais fardeau, qu'est-ce que c'est? On en parle souvent dans les troubles psychiques majeurs, schizophrénie, troubles bipolaires. On en parle un peu moins dans le TSA. Est-ce que le fardeau est le même? Et surtout, quelle est son évolution? Parce qu'on retrouve beaucoup d'études dans le TSA pour les enfants, dès le diagnostic, mais peu pour la transition vers l'âge adulte notamment. Et donc, j'ai fait une revue de littérature nommée Fardeau des aidants d'adolescents avec troubles du spectre de l'autisme en transition vers l'âge adulte, une revue de littérature. Et j'ai été accompagné par Florence Policard justement pour réaliser cette revue de littérature et elle sera prochainement publiée dans la revue Recherche en soins infirmiers, donc on est assez fiers et je te remercie encore une fois Florence de cet accompagnement. Je vous la présente rapidement en préambule avant de vous parler plus précisément du groupe de psychoéducation qui en découle. Du coup, l'équation de recherche de départ, c'était Caregiver Burden on Autism Spectrum Disorder. J'ai interrogé plusieurs bases de données, PubMed, Sciences Direct, PsycInfo et Kern. Et puis grâce aux critères d'inclusion et non-inclusion, je suis arrivé à la fin à 12 études que j'ai pu inclure dans ma revue. C'était une revue faite sous le modèle Prisma, avec le diagramme de flux qui est présenté. On pourra parler plus précisément si vous le souhaitez par la suite. En tout cas, qu'est-ce que ça a donné cette revue de littérature comme résultat? Ça a donné que l'évaluation du fardeau des aidants, elle était faite en fait avec beaucoup d'échelles différentes qui venaient chercher les différentes dimensions du fardeau, mais peu d'échelles spécifiques au fardeau en lui-même. Le deuxième point, c'était la caractérisation du fardeau des aidants, donc dans plusieurs dimensions. Le fardeau de temps, donc c'est-à-dire que les aidants ont très peu de temps pour eux-mêmes. Le fardeau de développement, peu de temps pour leurs loisirs, pour se développer, avoir un travail, au niveau du travail, monter les échelons par exemple, prendre du temps pour eux. Un fardeau émotionnel, suite aux crises émotionnelles de leurs proches et d'eux-mêmes, et puis un fardeau financier. Et le deuxième point par rapport au fardeau, c'était qu'on peut repérer un fardeau objectif,
et un fardeau subjectif. Fardeau subjectif que l'aidant apporte lui-même, fardeau objectif que nous, on peut étudier en termes de symptômes dépressifs, notamment stress, fatigue, sommeil. Plus précisément, sur le TSA, du coup, il y avait des facteurs d'influence individuels donc chez l'aidant. Le premier point, c'était la perception de l'aidant face au TSA et aux situations vécues par le proche. Le deuxième point, c'était l'engagement de l'aidant dans l'accompagnement de son proche, de son enfant. Le troisième point, c'était les stratégies de coping. On a pu repérer que les stratégies de coping centrées plutôt sur l'émotion étaient plutôt délétères, contrairement aux stratégies de coping centrées sur le problème. Et puis, point important par rapport à la transition vers l'âge adulte, c'était l'inquiétude que les aidants ont par rapport au devenir de leurs proches face à la dépendance qu'ils peuvent avoir à cause du trouble du spectre de l'autisme notamment, et également le devenir de eux-mêmes, qui commencent à être vieillissants et qui s'inquiètent de qu'est-ce qu'on va faire de mon proche une fois que je ne serai plus là. Et puis face à ça, on avait tous les facteurs d'influence qui sont plutôt contextuels, donc en lien avec le proche lui-même, les comportements des filles et la dépendance de l'enfant, et puis le soutien social perçu, qu'il soit informel ou formel. Formel par les professionnels de santé ou sociaux, et informel par le soutien plutôt amical ou de la famille. Au niveau de la discussion, donc on discutait justement de ce fardeau qui était plutôt multidimensionnel, et puis des spécificités qui sont propres à cette période de transition vers l'âge adulte que je vous ai nommé un petit peu juste avant. Et ce qui me semblait intéressant de pointer, c'était vraiment cette influence mutuelle entre les attitudes des enfants et des aidants, et le comportement des enfants et des aidants. Il y a plusieurs études qui s'appuyaient sur ce modèle de psychologie sociale nommé ABCX, qui a été travaillé par McCubbin et Sussman et Patterson. C'est quoi ce modèle de psychologie sociale? C'est face à un événement stressant, les personnes ont des ressources et une façon de percevoir l'événement. Face à ça, elles s'adaptent. Le modèle ABCX, il renforce un petit peu la chose en donnant une accumulation d'événements stressants. On peut relier par rapport au TSA. Le A, ça serait donc les comportements problématiques qui sont répétés chez le proche, les situations de dépendance. Le B, un soutien social et professionnel plus ou moins existant. Le C, la perception par la famille, par le proche du vécu des situations. Et puis on arrive en fonction des stratégies de coping plus ou moins adaptées à une dynamique familiale qui évolue dans le temps. Cette revue de littérature qui sort de mon master a quand même des limites non négligeables. Dans les articles qui sont sortis, il y avait des articles seulement issus des États-Unis. Et évidemment, c'est difficile de comparer le système de santé des États-Unis au système français. Et puis la prise en charge au niveau des aidants, c'était souvent des aidants qui étaient déjà inclus dans des associations et un échantillon au niveau culturel assez développé. Le deuxième point plutôt problématique, c'était l'âge de l'enfant. Effectivement, dans les études qu'on recense, il n'y a aucune mise au point par rapport à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que dans les inclusions, peu importe l'âge de l'enfant, les aidants sont inclus. Donc, il pouvait y avoir des enfants TSA de 3 à 77 ans. Et puis la notion de TSA depuis le DSM-5, de spectre, c'est-à-dire que dans certaines études, il n'y a pas de différenciation qui sont faites entre des enfants qui ont un TSA avec trouble de développement intellectuel et d'autres sans. Et dans ces conditions-là, je pense que le fardeau n'est pas tout à fait le même. En tout cas, ça donnait des perspectives plutôt intéressantes au niveau avec l'idée de faire des études un peu plus précises concernant les échantillons. Prendre en compte les besoins des aidants dès l'accompagnement. Les recommandations demandent un accompagnement précoce et systématique. Et puis justement, avec l'idée d'aller vers cette démarche participative et d'inclure la pérédance et les usagers eux-mêmes via des focus group. Et du coup, la recherche participative, comme pouvait le dire Pascal Ferrari hier, moi je suis assez novice aussi, donc je me suis un petit peu penché sur la question. Et j'ai trouvé un texte de Paul Olivier, qui est chef de projet du GIS Autisme, qui donnait des choses assez intéressantes que je vous ai énumérées ici, avec l'idée que la recherche participative va amener plusieurs choses. Elle amène déjà une complémentarité entre les savoirs académiques et expérientiels, une collaboration et une transversalité entre les disciplines, spécialités ou métiers qui sont parfois cloisonnés. Une implication des populations qui sont éloignées de la recherche, dont les aidants.
des perceptions positives des scientifiques par la société et du coup aussi une meilleure acceptabilité des innovations qui sont faites en santé. L'idée, c'est de co-construire et de co-réaliser la recherche pour une évaluation rigoureuse d'interventions qui viennent du terrain. Et puis, avec le dernier point, de modifier les pratiques et les politiques publiques de soins, de prévention et de prise en charge. Il donnait également ce propos à la fin qui me semblait assez intéressant, que la recherche participative, elle pouvait, grâce à la consultation de l'ensemble des personnes concernées, soignants, aidants et usagers, dès les étapes précoces du développement d'une innovation en santé, elle est cruciale pour estimer la faisabilité et l'acceptabilité, mais pas uniquement l'efficacité, et ainsi aider à l'implémentation dans la pratique de nos soins. Et voilà, j'ai assez parlé, je vais vous passer le micro, les filles, parce que vous allez voir, elles sont passionnantes. L'idée de notre présentation aujourd'hui, au-delà de vous présenter notre programme de psychoéducation, c'était aussi de présenter, voire défendre, l'idée du développement de la pérédance familiale professionnelle en psychiatrie. Il me semblait intéressant de réutiliser le modèle de Cartman sur l'engagement des patients, mais du coup pour parler là de l'engagement des familles. Donc il y a différents niveaux de participation, donc des soins directs jusqu'à l'enseignement, la recherche. Et donc au niveau des niveaux d'engagement, on peut considérer que donc il y a 4 niveaux: l'information, la consultation, la collaboration et le partenariat. La pérédance familiale professionnelle se situe plutôt dans une démarche de partenariat, d'où la présence de Marie-Neige avec nous. Et pour revenir sur ce que c'est que le partenariat, et notamment le partenariat des familles, il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions. La première condition de ce partenariat, c'est un changement de paradigme. En effet, les familles ont d'abord été considérées comme une ressource pour le maintien à domicile, puis ensuite comme des personnes ayant des besoins du fait de leur statut, et qu'il fallait donc accompagner. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'idée que la famille est partenaire dans le soin. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est la reconnaissance de l'expertise et des ressources de chacun des acteurs, notamment des familles, avec leur savoir expérientiel. La troisième condition, c'est un rapport d'égalité dans la prise de décision. Et enfin, dernière condition, c'est le développement d'objectifs communs. Et donc, le développement de la pérédance familiale professionnelle, il y a 2 intérêts. Premièrement, la présence de Marie-Neige comme partenaire dans le soin, pour nous en tant que soignants, futurs soignants aussi. Et le deuxième enjeu, c'est aussi dans son travail auprès des familles, de développer à l'avenir le partenariat avec l'ensemble des familles accueillies en institution. Et donc, je laisse la main à Marie-Neige. Donc, moi, je vais commencer par me présenter. Ce qui me paraît important de dire, c'est qu'avant d'être aidante, j'étais éducatrice spécialisée dans le médico-social. Donc voilà, une grande expérience parce que moi, je ne peux pas parler vraiment de savoir académique. En fait, moi, le collège ne voulait pas de moi, je ne voulais pas de lui. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Donc, je me suis tout de suite orientée dans la voie professionnelle et quelle richesse, quelle expérience. Donc, je suis restée des années dans l'animation, puis je suis passée dans l'accompagnement en tant qu'AES, aujourd'hui AMP à l'époque. Et donc, j'ai fait une VAE d'éducatrice spécialisée dans le médico-social. Et pourtant, quand mon fils est tombé malade, je suis devenue aidante. Mais j'ai été comme tout le monde, enfin comme tous les aidants. D'abord le choc, parce qu'il faut s'y attendre et que voilà, il y a vraiment un basculement. On n'est plus du tout dans les mêmes représentations, on est même perdu. Et puis très vite, je pense que mon statut professionnel m'a aidé certainement à rebondir plus vite, donc à accepter ce qui se passait et sortir de ce rôle de victimisation, de bouleversement émotionnel et de prendre appui sur mes ressources internes et de me dire bon, ok, maintenant on fait quoi? Donc j'ai essayé de comprendre. Et donc là, j'ai commencé à faire mon cheminement dans mon parcours pour aller chercher de l'information, puisque j'étais, on n'en a pas parlé, mais suivant les endroits, bien sûr, il y a beaucoup d'inégalités territoriales. J'étais à la campagne. D'ailleurs, il y a des gens ici qui savent que mon drapeau pour les aidants ruraux, il est bien en place. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de programmes de psychoéducation que j'ai découvert toute seule. Hein. Personne ne m'a informée, bien sûr, sinon c'est trop simple. Donc, j'ai appris à mieux comprendre mon proche,
à pouvoir être dans une posture évolutive pour lui permettre d'aller chercher de l'expérience, de rebondir lui aussi, et puis d'essayer de trouver un équilibre. Et quand, il faut le savoir, il y a un DU de pérédance familiale en santé mentale est arrivé sur le marché, pour moi, il était une évidence qu'il fallait que je m'y inscrive, que je le fasse, pour pouvoir avoir une légitimité dans mon savoir expérientiel. Donc, je travaille au Pôle ADIS maintenant depuis février 2024 à raison d'un petit mi-temps de 40%. Donc, ça ne fait pas beaucoup, 2 jours, hein, mais je fais plein de choses quand même. Voilà. Donc, le diplôme universitaire de père aidance familiale en santé mentale, il faut savoir que les prérequis, il ne suffit pas d'être aidant. Il faut, donc, du coup, c'est souvent les familles, enfin, toujours est-il que moi, j'ai rencontré des pères et des mères qui sont concernés par un trouble de santé mentale et ou de handicap par rapport à leurs proches et qui ont bénéficié de psychoéducation lors de leur parcours. Il faut également qu'ils soient investis au niveau des associations de famille. Alors, le niveau, on en revient comme la pérédance, hein, niveau baccalauréat. Et qu'il faut envoyer une lettre d'admission, un CV, et derrière, on a un entretien avec l'équipe éducative pour savoir si oui ou non, on peut faire cette formation, parce que si on n'a pas pris le recul nécessaire, ça peut aussi nous faire vivre des choses compliquées. Voilà, donc les objectifs de la formation, c'est informer, savoir orienter les familles, mais aussi savoir identifier leurs besoins, et ne pas arriver en tant que sauveur, prendre le temps, soutenir et accompagner les familles dans leur parcours orienté rétablissement, accueillir et repérer les situations de crise familiale, mais également impliquer les soignants pour améliorer l'accompagnement des familles. Et déjà, la petite parenthèse, c'est de dire « Comment allez-vous » Moi, il m'a fallu très longtemps pour avoir cette petite phrase que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Alors que ça faisait déjà des années que j'accompagnais mon proche, mais c'est une petite phrase qui a toute son importance, malgré tout. Travailler en réseau partenarial avec un milieu associatif, bien connaître le milieu institutionnel, on va dire au sens large, et participer à la recherche, donc là, merci Valentin, et à la déstigmatisation de la santé mentale et des troubles du neurodéveloppement. Donc il y a un contrôle de connaissances, donc avec un stage et la soutenance d'un mémoire, 2 simulations relationnelles, donc avec l'entretien avec une famille, et également une équipe réfractaire au parcours de rétablissement. Donc c'est assez hard quand même. Donc voilà, il faut s'adapter. Très intéressant comme exercice. Ça nous met en pratique si on rencontre après des personnes réfractaires. Voilà, dans les grandes lignes, est-ce que... On va peut-être passer à la suite. Donc, pourquoi avoir... Alors, notre petit nom, c'est PAF. Hein. Ça évite de dire à chaque fois père aidant, familial. Dans une équipe. Alors déjà, moi, je dirais, je ne vais pas tout vous relire. Vous pourrez prendre des photos. On a vu qu'avec l'IA, tout à l'heure, le petit groupe, tout le monde avait un smartphone. C'est accompagner les familles dans leur temporalité. C'est-à-dire que suivant les familles où elles en sont dans le parcours, on ne va pas les accompagner de la même façon. Donc voilà, pouvoir faire une photo de là où ils en sont, de leurs possibilités, pour ouvrir le champ des possibles, parce qu'il y a toujours des possibilités, mais qu'on ne voit pas forcément quand on est le nez dans le guidon, qu'on est dans une souffrance émotionnelle, qu'on se sent perdu, qu'on se sent seul, pouvoir les orienter vers des dispositifs, leur redonner de l'espoir et cheminer dans leur posture au fur et à mesure pour retrouver un équilibre et du pouvoir d'agir. Mais c'est aussi pouvoir libérer la parole, parce que c'est plus facile quand on est de pair à pair, c'est une relation qui est en horizontalité. Et puis, ce que je voulais aussi dire, faire partie de l'équipe, d'une équipe médicale ou médico-sociale,
c'est avoir un effet miroir sur une collaboration possible entre les parents et les soignants. Parce que bien souvent, ils ont été très éprouvés, voire invisibles et même refusés. Donc, ma présence, elle peut aider justement à redonner du lien, redonner de la confiance dans les grandes lignes. Alors voilà la petite carte, parce que je suis chargée du recensement des PAF. Et donc, du coup, ce recensement, je l'ai fait en avril 2024. Je vais bientôt en faire un autre. Il n'a pas beaucoup évolué, malheureusement, même s'il y a eu 3 promotions du DU de père aidance. Les personnes qui sont en bleu aujourd'hui sont diplômées. En violet, c'est les personnes qui sont en poste, sachant qu'il y a d'autres postes qui se sont créés, mais on peut voir quand même que ça reste beaucoup sur l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nos objectifs, c'est de rendre accessifs les pères aidants familiaux sur tout le territoire, parce que là, on prêche une convaincue. Moi, je pense que dans toutes les équipes, ça pourrait être formidable, parce que ça vous donne de la légitimité. Ça permet aussi aux familles de se sentir écoutées, de voir qu'elles sont considérées. Développer des indicateurs et des outils d'évaluation et mettre en lien la père-aidance familiale et la père-aidance usagée. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite parce qu'on a fait un petit oubli au début. Nous avons une 4e personne qui travaille avec nous en collaboration, qui était indiquée sur le programme, donc Anne Roineau, qui est père-aidante, et qui est aussi une collègue de proximité puisqu'elle est dans mon bureau et on se complète vraiment beaucoup dans nos savoirs expérientiels, c'est très intéressant. Voilà. Et sur le programme, je suis marquée père aidante, donc c'est père aidante familiale, je le reprécise. Voilà, j'y tiens parce que c'est pas exactement la même chose. Les actions en cours, on est en train de construire une communauté vivante des PAF avec bientôt un petit séminaire qu'on va faire. Et puis, on aimerait obtenir un cadrage et une reconnaissance de ce métier auprès de l'HAS et continuer de développer la recherche participative sur la père-aidance familiale. Si vous avez des personnes qui sont intéressées par la père-aidance familiale, j'ai un annuaire des pères aidants familiaux en recherche de poste, diplômés, etc. Donc, vous pouvez revenir vers moi. Si vous en avez déjà, vous pouvez aussi revenir vers moi pour que je puisse développer ma carte. Voilà. Je redonne à Pauline. Toujours dans l'idée de développer la père-aidance familiale professionnelle au sein des institutions et des équipes de soins, j'ai eu l'opportunité de développer un projet de recherche. Donc c'est une première recherche française sur cette question-là. Donc l'idée, c'était de croiser le regard des professionnels de santé et des pères aidants familiaux professionnels en poste pour les interroger donc, sur l'intégration et le partenariat avec la père-aidance familiale professionnelle. Donc c'est une étude qualitative qui présente 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre en visibilité à la fois le parcours et les pratiques des pères aidants familiaux professionnels. Et le deuxième objectif, c'est de s'interroger, d'explorer les enjeux de cette intégration, de ce partenariat sur les pratiques professionnelles et de soins. Donc il y a 2 groupes à cette étude, un groupe de pères aidants familiaux professionnels et un groupe de professionnels de santé qui travaillent dans une équipe intégrant un père aidant familial professionnel. Donc on a réalisé, c'est une étude qui est encore en cours, et donc on réalise des entretiens de recherche semi-dirigés, et l'idée c'est de soumettre ces données à une analyse thématique réflexive. Et j'aurai pas le temps de développer, mais l'idée c'est également d'inclure une démarche participative à ce projet de recherche pour construire les résultats avec les PAF. L'idée, c'est toujours, comme évoqué hier, il me semble, une idée de science ouverte, de créer des résultats pour et avec les personnes qui répondent réellement aux besoins. Il me semblait aussi intéressant de vous parler des premières observations que j'ai pu faire de ces résultats et qui permettent donc, de faire le pont avec notre programme de psychoéducation. Premièrement, on observe que les aidants, effectivement, ils n'ont pas juste besoin d'un accompagnement dans leurs difficultés, mais ils ressentent aussi un besoin de développer leur empowerment et leur sentiment d'auto-efficacité. Et il semblerait que dans cette idée-là, le père aidant familial professionnel est une véritable ressource.
Le deuxième point, c'est la question de la relation soignant-famille, qui a une certaine histoire. Et donc, il semblerait que le père aidant familial professionnel puisse également être un médiateur, à la fois du côté des familles, pour, encore une fois, développer leur empowerment, améliorer la communication avec les familles, avec les professionnels, pardon. Et il y a également un enjeu auprès des professionnels, en intégrant une équipe, et donc en apportant le regard des familles auprès des professionnels. Et enfin, et ça fera la transition vers notre groupe, on observe qu'il y a un changement de posture dans l'institution psychiatrique, une volonté d'ouvrir ses portes. Et là, encore une fois, le père aidant familial professionnel est particulièrement intéressant, puisqu'il fait le pont avec le milieu associatif. Le père aidant familial professionnel, il semblerait qu'il ne remplace pas le père aidant familial bénévole, et au contraire, c'est une logique de partenariat et de collaboration qui se développe. Du coup, en revenant sur mon pôle en juillet, j'avais dans l'idée de développer un groupe de psychoéducation pour les aidants. Et comme vous le voyez, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je suis allé rencontrer directement Marie-Neige, Anne, et en même temps, il y a Pauline qui est arrivée en stage. Magnifique. Du coup, on s'est posé, on a voulu amener nos regards croisés sur la situation et voir un petit peu comment on pouvait développer ce groupe. Du coup, Marie-Neige va vous exposer son point de vue dans un premier temps. Du coup, on a cherché à mieux cerner les besoins et les attentes. Donc, en discutant autour des bilans éducatifs partagés, comment on s'y prenait, est-ce qu'on y allait seul, à deux, voilà. Quelles échelles on allait mettre en place auprès des personnes, donc à savoir 3 échelles, et puis les moyens d'évaluation qu'on allait mettre en place. Moi, ce qui était important aussi pour moi, c'était de sortir des murs de l'hôpital pour les aidants et de se mettre en partenariat avec un lieu qui est propice à l'inclusion. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir la métropole aidante qui répond à cette fonction pour les aidants, qui les accompagne, tout aidant confondu. Et donc, on a pris contact avec eux et on a été dans ce lieu, on l'a visité, on a eu le choix du roi, on a choisi notre salle, enfin voilà, c'était parfait. Et c'est également un endroit, enfin moi ce qui me semblait une passerelle pour l'apéré-groupe, parce qu'on s'en est rendu compte, mais les aidants qu'on avait dans notre groupe de psychoéducation, 1, ils étaient ravis d'y aller, et 2, ils connaissaient absolument pas. Donc c'est pouvoir leur permettre de faire le pas vers un lieu où ils n'iraient pas forcément seuls, en fait. C'est leur donner une assurance, leur permettre d'avoir en groupe sécure, voilà, découvrir un lieu. Et puis créer une dynamique de groupe, parce qu'on voulait vraiment être sur le côté horizontal, c'est-à-dire ne pas faire un groupe de psychoéducation descendant avec des PowerPoint où on leur donne plein de données, mais qui puissent vraiment partager entre eux. Donc, c'était trouver des moyens d'accroche, voir comment on allait faire pour que ces échanges se créent. Donc, on a réfléchi à des brise-glaces qui ont eu un effet super bénéfique. Et puis également, sur la durée, il nous semblait important, parce que moi, j'ai fait des groupes de psychoéducation, donc je suis partie sur mon savoir expérientiel, et je savais que la pause, c'était un endroit où on pouvait discuter avec qui on avait envie dans le groupe, et donc de partager des choses vraiment en profondeur. Donc dès le premier groupe, ça a été formidable, tout le monde a été là-dedans. Et puis également, nous, notre formule, c'était vraiment les brainstorming, c'est-à-dire on parlait de concepts, si on leur posait des questions, si eux ne réagissaient pas ou n'avaient pas cette impulsion ou avaient une certaine pudeur, c'était de pouvoir intervenir à titre d'exemple pour pouvoir lancer. Et c'est vrai que ça marchait très très bien. Donc avec des petits exercices maison, pas pour leur donner des tâches supplémentaires, mais partir sur quelque chose qui était facile, simple et qui pouvait mettre du lien entre les séances et puis prendre du recul, être aussi dans ce côté de l'échange. Et pour terminer, les pépites cailloux. Alors la pépite, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais les pépites, c'est qu'est-ce qu'on retient du groupe, qu'est-ce qui nous a fait du bien, nous a fait plaisir, qui a été une force pour nous. Et le caillou dans la chaussure, hein, qu'est-ce qu'on aurait aimé, voilà, qui était... Voilà.
Merci. De mon point de vue infirmier, du coup, je me suis questionné, je me suis dit, OK, il existe plein de groupes de psychoéducation pour les aidants, mais qui sont souvent focalisés sur le trouble de l'enfant, du jeune. Et je me suis dit, c'est quand même embêtant parce que pour l'aidant lui-même, est-ce qu'on en prend vraiment soin de cet aidant? Et j'ai mis ma revue de littérature en lien avec le concept, enfin, la théorie en sciences infirmières du modèle McGill, qui est l'apprentissage en santé, et qui dit dans les grandes lignes, vraiment très grandes lignes, qu'il y a une dyade personne-entourage qui est indissociable et qui aspire à un meilleur niveau de santé. Le deuxième point, c'est l'idée d'orienter la personne vers l'adoption de comportements de santé. Et le troisième point, c'est de comprendre la personne de façon multidimensionnelle et toujours en interaction avec son environnement. Et par rapport à ça, je me suis dit, est-ce que l'individu, en fait, c'est l'enfant ou ce ne serait pas plutôt l'aidant? Et à partir de là, je me suis dit, OK, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un groupe vraiment focalisé sur l'aidant et non sur les troubles de l'enfant? C'est là-dessus qu'on est parti ensuite. De mon côté, je voulais aborder la question des enjeux psychoéducatifs. Donc, juste pour recontextualiser, on peut considérer qu'il y a 4 approches à l'éducation thérapeutique. Une approche cognitive, responsabilisante, prescriptive et participative, où l'idée c'est de construire avec la personne, la famille, des réponses personnalisées. Dans cette idée-là de démarche participative, je trouve que la définition, ou du moins l'approche de Philippe Lecor est particulièrement intéressante. L'idée, c'est donc de développer, de construire un projet partagé dans une dynamique progressive d'échange et d'écoute. Donc, on part du postulat que c'est la personne qui sait où elle veut aller et où elle peut aller. Et donc, nous, en tant qu'animateurs de groupe, l'objectif, c'est d'aider la personne, la famille, l'aidant, à explorer les voies qu'elle pourrait emprunter. Donc, au-delà de construire, de développer, renforcer des compétences, l'idée, c'est de créer les conditions qui permettent de créer la relation entre le professionnel, l'animateur et la personne pour l'aider à élaborer une réponse qui lui est propre et qui surtout répond à ses propres questionnements. Donc, pour partir de la personne, l'expertise des aidants et des familles, c'est leur savoir expérientiel. Et à partir de cette idée de savoir expérientiel, donc comment ça se crée un savoir expérientiel? Donc, on pourrait considérer qu'il y aurait 2 types de savoirs, les savoirs incorporés, issus de son expérience, de sa propre expérience, et les savoirs empathiques, issus du partage d'expériences avec d'autres personnes. Et donc, dans cette idée-là, l'objectif, c'était donc de créer les conditions d'un partage d'expériences et un soutien entre pairs, afin, à terme, de développer et renforcer les compétences psychosociales. Et donc, dans cette idée-là, la présence de Marie-Neige et Anne est précieuse parce qu'elle permet ce fameux partage d'expériences et ce soutien. Du coup, pour continuer la co-construction de notre groupe, on est parti sur un recensement des besoins via le bilan éducatif partagé, qui est une étape primordiale à l'éducation thérapeutique. On a construit des entretiens semi-structurés et puis on a fait passer des échelles d'évaluation aux aidants, donc la ZARIT, la CSD, échelle de la symptomatologie dépressive, et puis la WCOL-BREF, échelle de qualité de vie de l'OMS. Et puis on a ensuite créé notre groupe qui se fixe donc sur 4 séances de 3 heures. Pour l'instant, on dispense le lundi après-midi, mais qui peut être à évoluer. Le plan du programme, c'est quoi? C'est d'abord, le thème, c'est le statut de l'aidant. Que les aidants qui viennent prennent conscience que non seulement ils sont parents, oui, mais qu'aussi ils ont un statut d'aidant, qui leur offre des droits et qui leur offre d'autres choses. La deuxième séance, c'est de se focaliser un peu sur les impacts de ce statut. Donc les impacts négatifs qui sont souvent importés, mais aussi les impacts négatifs que cela peut amener. En troisième séance, on travaille sur les facteurs de protection, les compétences de l'aidant. Quelles sont ses compétences, quelles sont ses ressources, quels sont ses points forts? Quel est l'entourage disponible pour venir à créer en quatrième séance le plan de prévention de l'aidant qui se calque un petit peu sur les plans de crise conjoints, les plans de prévention partagés que vous connaissez sûrement. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur... Moi, je voudrais juste dire, c'est que, en fait, par rapport à ce groupe-là, on prend vraiment les besoins qu'ils nous ont donnés aussi sur le bilan éducatif partagé et on adapte au fur et à mesure par rapport aux 4 séances. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions très précises avec des demandes très précises dont je n'avais même pas les réponses, hein, pour vous dire. Et ben, j'ai été chercher, j'ai trouvé certaines réponses et du coup, ça a été des réponses pour tout le monde très intéressantes. Voilà, notamment, je ne sais pas si vous savez, mais
pour officialiser le statut de l'aidant. Il y a une possibilité, chose que je ne savais pas. Donc voilà, c'est des fois, quand je dis c'est horizontal, c'est vraiment horizontal, parce qu'on ne peut pas tout savoir, même si on a une expérience, un savoir expérientiel, qu'on a un parcours, qu'on a... Oui, mais en fait, voilà, moi je suis vraiment partie prenante de sortir et d'accueillir, pas être dans quelque chose de sécuritaire, mais vraiment sur les groupes à venir. Je pense qu'il n'y aura pas la même ambiance, je pense qu'il n'y aura pas les mêmes questionnements, et je pense que c'est aussi accueillir ça. Les objectifs du programme, plus précisément, si vous souhaitez, les objectifs généraux, c'est de développer et renforcer la qualité de vie des aidants, point principal. Établir un équilibre personnel. Et puis, on a les objectifs éducatifs qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu conscientiser son statut d'aidant, comprendre et gérer son rôle, rechercher des solutions adaptées à ses propres besoins, remettre sa santé au cœur des priorités, puisque les aidants s'oublient souvent, et favoriser le partage d'expériences entre pairs. Suite à ça, ça donne des perspectives assez intéressantes avec l'idée d'évaluer le programme et de créer, pourquoi pas, une étude pilote, voire une étude sur l'efficacité du programme et du plan de prévention de l'aidant qui sera peut-être à réajuster en fonction des retours qu'on aura. Et on doit vous faire un retour d'expérience bref, puisqu'on a bientôt plus de temps, mais le projet est finalisé. On a fait les 2 premières séances. Et je crois pouvoir dire que pour l'instant, ça se déroule bien. On espère arriver jusqu'à la fin sur cette ligne de conduite en tout cas. Je vais juste rajouter un petit truc. En tous les cas, moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait vraiment du bien parce que, en fait, quand je l'ai ressenti, ça a été intense et je l'ai entendu. Donc, je vous le partage. En fait, sur plusieurs participants, il y avait une crainte, un peu comme un groupe de parole où, voilà, ça allait être à celui qui allait être le plus dans la victimisation. Il venait, mais parce qu'ils se disaient, on ne sait jamais, voilà, en gros. Mais il y avait beaucoup d'appréhension. Et puis, finalement, c'est passé très vite. C'est leur retour, ça. Et 2, à la deuxième séance, ils ont dit, mais en fait, on ressent une force. Et dans le savoir empathique, enfin, dans ce que tu disais, je pense que c'est vraiment ça, c'est sortir du côté de l'isolement et le sentiment d'appartenance dans un groupe de pairs pour se sentir plus fort et pouvoir dépasser certaines choses qui sont difficiles. On sait qu'en libérant, on libère la tête, mais on se sent aussi soutenu par une force invisible qui est l'effet du groupe. Voilà. Et également essayer d'être claire et rapide. L'idée de cette rencontre, si j'ai bien compris, c'était de délimiter, enfin en tout cas de saisir les limites potentielles de la participation, de se questionner est-ce que c'était une opportunité ou une injonction. Et pour mon retour personnel, je parlais tout à l'heure dans le cadre de ma recherche de l'analyse thématique réflexive et je crois que ça a un petit peu guidé mon travail et ma collaboration, mon partenariat avec Marie-Neige. Et je dois dire que se poser à chaque étape de construction qui je suis, moi, dans ce processus-là, d'avoir une démarche toujours réflexive et d'inclure cette démarche réflexive dans la construction de ce programme ou dans le développement de ma recherche. Moi, en tant que futur professionnel, j'ai l'impression que ça a augmenté mon empowerment personnel dans un premier temps. Et ça a permis aussi d'ouvrir le champ des possibles. Donc, je dois dire que c'est une grande opportunité, une grande richesse pour moi. Vous voulez vous asseoir un instant pour les questions? Vous voulez vous asseoir? Allez. Alors, je propose qu'on puisse prendre deux questions, hein, s'il y a des questions. Oh, des fois, ça va. Ouais. En attendant, peut-être simplement, en tout cas, moi, une première réaction, c'est que d'abord, j'ai découvert la pérédance familiale. J'en avais un tout petit peu entendu parler. Et je trouve que, à la fois, évidemment, du côté de votre projet que vous avez présenté, évidemment, c'est très, très intéressant, mais aussi le fait que vous ayez pu un peu nous donner quelques informations sur le DU, la pérédance familiale. Il a lieu où, en fait, ce DU? C'est sur Lyon, hein? Ok, d'accord. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en fait, les professionnels vous venez du Vinatier, hein? C'est ça, ok, super.
Alors, moi, j'aurais peut-être une question, si y a, effectivement on n'a pas de question. C'est comment vous avez recruté, en fait, voilà, les familles, ou les aidants, en tout cas. Du coup, on s'est tourné vers l'unité famille, où il y a un psychologue, une psychiatre, déjà pour savoir si eux, dans les consultations, ils pressentaient les familles qui pourraient être intéressées. Et puis après, on a élargi à tous les autres professionnels. Moi, j'accompagne également des familles en consultation ou en co-consultation. Donc voilà, on leur a proposé. Après, je sais pas, tu veux... Oui, on l'a pas précisé, mais comme je disais, j'ai eu beaucoup de chance. Et sur notre pôle, on a une unité qui est dédiée aux familles déjà, avec un psychologue, une psychiatre, Marie-Neige et Anne. Du coup, c'était facilitant pour recruter notamment les aidants. Ah, il y a une question, oui, par ici. Allô, on m'entend? J'ai trouvé votre exposé très intéressant. Je connaissais pas l'idée de programme psycho-éducatif participatif. Je ne sais pas si j'ai retenu le bon vocable. Vous avez cité 4, et le dernier, c'était celui que vous avez utilisé, vous, participatif. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, du coup, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce que ça signifie concrètement, puisque vous disiez que c'était du coup quasiment adapté individuellement aux besoins de chacun. Ce que j'ai pu dire sur l'éducation thérapeutique, c'est en grande partie ça grâce à la formation notamment en éducation thérapeutique du patient, qui dans certaines régions s'ouvre aussi aux aidants. Et donc on est parti de ce format-là, de l'ETP. Et donc, dans l'ETP, il y a différentes manières d'appréhender un programme, de construire un programme, et donc l'approche participative en fait partie. Maintenant, pour rebondir sur les besoins individuels, alors c'est pas du cas par cas, parce que ça reste quand même, l'idée c'est d'utiliser le groupe comme une force, donc c'est pas chacun qui parle de sa situation et on trouve des réponses pour chacun individualisées, mais c'est plutôt répondre à ce dont les personnes ont besoin dans une réponse collective. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Le groupe est important et c'est ce qui, je pense, fait la richesse de notre approche, si je peux le dire. Voilà. C'est que, en fait, moi, ce qui est un petit peu frustrant, c'est 4 séances, en fait, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, voilà, au niveau de la communication. Donc, c'est un peu frustrant pour moi. Après, il y a cette possibilité que les aidants, ils puissent prendre contact avec moi pour qu'il y ait une continuité de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement individuel, c'est important, mais la force de groupe, ça amène autre chose. Donc, voilà. C'est juste dire, ça ne se termine pas forcément là. S'ils ont envie, ça peut se prolonger autrement. Écoutez, un grand merci à vous, vraiment. Hein. Et puis donc, on a donc une pause.